BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et à présent, on vous propose d'investir dans le monde du vin. Les bonnes bouteilles, oui, peuvent constituer un placement. On va vous dire comment transformer le vin en placement avec Angélique Delancsin. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur BFM Business, directrice générale déléguée d'Idealwine.com. Angélique, la dernière fois que vous êtes venue, c'était il y a un mois, au tout début de la campagne primeur sur les Bordeaux 2014. Depuis, vous les avez goûtés ces Bordeaux. Qu'est-ce qui ressort? Quel est votre sentiment sur ces primeurs 2014? Est-ce qu'il faut se ruer dessus d'après vous? Je ne suis pas une spécialiste de la dégustation, mais ce que j'ai pu constater quand même, c'est que l'exercice était beaucoup moins pénible cette année qu'il avait pu l'être dans certains des millésimes précédents. C'est joliment dit. Puisque, en fait, on a, en 2014, après un été polaire, beaucoup de vins ont été sauvés par une arrière-saison qui a été très favorable à des cépages à maturité tardive, comme les Cabernets Sauvignon et Cabernet Franc, et les notes des critiques qui commencent à s'égrener, enfin qui sont pratiquement toutes sorties aujourd'hui, ont bien distingué certains de ces vins. Ce qui me frappe quand même, c'est que les notes qui sont sorties, l'échelle de notes est extrêmement élevée. On a pourtant parlé d'un millésime difficile, un peu sauvé des eaux, miraculé, et on a chez certains dégustateurs, je prends par exemple chez les Français, Béthane et Dessau vont distinguer plus de 40 vins à qui ils ont octroyé une note qui tourne autour de 18 sur 20, que de 17,5, 18, 18,5, on est quand même proche du Graal. Alors je ne sais pas ce qu'on donnera le jour où on retrouvera un millésime qu'on pourra affubler de la formule consacrée de millésime du siècle. Là, je ne sais pas comment on va noter ces vins, mais en tout cas, au-delà de ça, c'est pour le consommateur final, ça peut, c'est difficile à interpréter parce qu'on nous dit à la fois que le millésime n'est pas extraordinaire et on le note très bien. C'est un peu comme le bac en fait. On donne des bonnes notes. Les notes sont de performance pas forcément terrible. Bon. Ouais. Après, la hiérarchie des classements des terroirs a été plutôt respectée, avec parfois quelques petites surprises. La Revue du Vin de France, enfin des surprises ou des semi-surprises. Par exemple, la Revue du Vin de France a très bien noté le Château Pontet-Canet à Pauillac, qui n'est pas un tout premier cru classé. Elle a très bien noté aussi le Château Aubailly, par exemple à Pessac-Léognan. Chez Béthane et Dessau, on a distingué à nouveau Pontet-Canet et aussi une ex-belle endormie qui était le château d'Urfort-Vivens, par exemple à Margaux. Donc il y a des petites surprises qui ressortent comme ça. Dans l'ensemble, donc je vous dis, les notes sont plutôt bonnes. Ça, c'était un des éléments très importants pour apprécier la campagne primeur qui s'annonce. Le deuxième élément, bien sûr, reste celui des prix. Alors justement, vous nous dites qu'il y a d'excellentes notes, il y a de très bonnes notes pour cette campagne primeur 2014. Est-ce que ça se traduit dans les prix? Est-ce qu'on va acheter ces primeurs 2014 à un prix un peu plus élevé que les primeurs précédents, par exemple? Ça, c'est... Pour l'instant, elle a à peine commencé. On en est vraiment dans les balbutiements de la sortie, de la commercialisation des vins. Et donc, la tendance, pour l'instant, elle est difficile à lire. La seule chose qui soit certaine, c'est que l'appel à un retour au prix très attractif de 2008, qui avait été émis par les marchands anglais, n'a pas du tout été entendu. On est manifestement pas dans une baisse des prix aussi significative que ne l'aurait exigé un retour au 2008. En revanche, il y a certains domaines qui émettent des signaux assez positifs vers le marché. Je pense par exemple aux vins de la Galaxie Lafite qui sont sortis, des vins comme Château l'Évangile, Château Rieux-Sec, Château du Harmillon, qui sont sortis avec des baisses de prix de 10 à 13%. En revanche, signé à l'inverse de la part de Mouton Rothschild qui est sorti il y a quelques minutes à 282 €, ce qui veut dire une hausse de prix de 13% par rapport au millésime 2013. Donc là, je vous dis, on est dans des tendances pas très nettes. Ce qui est certain, c'est que les châteaux avancent 3 arguments pour à minima maintenir leur prix par rapport au 2013. C'est d'une part une qualité supérieure, et c'est avéré par les notes qui ont été octroyées au vin. D'autre part, des quantités qui restent très faibles par rapport à la moyenne produite habituellement. Et pour finir, et ça c'est un argument qui n'est valable que pour les acheteurs hors zone euro, un effet de devise qui va être très favorable avec la baisse, la dévaluation de l'euro, enfin la baisse de l'euro face au dollar par rapport au dollar, qui va impacter forcément aussi ce marché du vin. Au-delà des primeurs là dont on vient de parler, quels sont les vins dont vous estimez qu'il faut les rechercher en priorité dans une perspective d'investissement là aujourd'hui?
C'est très compliqué aujourd'hui de donner une tendance pour l'investisseur qui ne serait pas lui-même très pointu en matière de connaissance du vin, parce que aujourd'hui les grands vins de Bordeaux qui représentent sur la plateforme d'Ideal Wine, par exemple, c'est quand même 60% de la valeur des échanges qui sont enregistrés sur cette plateforme. Et précisément, les indices Bordeaux eux-mêmes sont en retrait depuis le début de l'année. Ils ont perdu 1,23%, alors que des vins plus pointus, plus rares, plus difficiles à trouver, comme les vins de Bourgogne, ont pendant le même temps progressé de plus de 5%, et les vins du Rhône de près de 7% depuis le début de l'année. Alors si vous prenez à Bordeaux, il y a quand même un vin que tout le monde connaît, qui est peut-être le plus emblématique de Bordeaux, qui est Pétrus à Pomerol. Ça, c'est quand même la valeur sûre en matière d'investissement. Vous avez par exemple une bouteille du millésime 2000 qui vient de se vendre 3 360 €. C'est encore une hausse de 6% par rapport à la cote Ideal Wine. C'est un vin qui ne cesse de progresser. Il y a de la rareté, il y a l'effet fascinant de Pétrus qui joue. Après, il faut vraiment être très pointu, aller rechercher dans des appellations qui sont parfois totalement inconnues du grand public, en tout cas pour des vins de très haute qualité. Par exemple, je prends le cas du Saumur Champigny, du Clos Rougeard. Vous avez le millésime 2010 qui frôle les 400 € aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez imaginer qu'un vin de la Loire puisse atteindre le prix d'un grand cru classé bordelais? Voilà, c'est une surprise et c'est aujourd'hui un vin très spéculatif. Frédéric Durand-Bazin, vous êtes resté avec nous en plateau, amateur de vin s'il en est, justement. Il y a, comme ça, la même question qu'à Angélique. S'il fallait conseiller un vin ou 2-3 vins pour une perspective d'investissement comme ça, vous, investisseur, vous privilégieriez lesquels? C'est vrai qu'il y a les valeurs sûres sur Bordeaux. Alors Angélique a parlé tout à l'heure de Pétrus, mais je pense qu'on peut parler aussi en rive gauche des premiers crus classés, que ce soit Margaux, que ce soit Lafite, que ce soit Mouton. Même si Lafite aujourd'hui est moins emballant que a pu l'être dans les années 2007-2008. Enfin, sur le millésime 2008, ça a été totalement abracadabrantesque. On a vu la cote du vin quasiment multipliée par 10. Enfin, un peu moins, mais à peu de choses près. Mais moi, mon cœur, il va plutôt en Bourgogne. Donc j'ai envie de vous dire, intéressez-vous au grand domaine bourguignon. Je crois qu'Angélique ne dira pas le contraire si on parle de Rousseau, par exemple, sur Gevrey-Chambertin, Roumier. On peut parler de Leflèvre aussi, Anne-Claude, qui est décédée il y a maintenant 3 semaines, mais dont les vins sont toujours très emblématiques. Bon, et on ne s'intéresse pas Pardon, ça va vous surprendre comme question. On ne s'intéresse pas au vin chinois, la Chine, qui devient le 2e plus grand vignoble du monde, devant la France. Ça fait peser une menace sur nos vins français, sur notre vignoble français, cette Chine qui monte en puissance aussi dans l'univers du vin, Angélique? Alors, plutôt qu'une menace, moi je vois plutôt ça comme une opportunité en fait, parce que c'est plutôt une très bonne nouvelle de voir un pays de la taille de la Chine s'ouvrir au vin de façon aussi spectaculaire. C'est vrai qu'il y a à peine 15 ans, en 2000, le vignoble chinois était balbutiant, il représentait à peine 4% des surfaces viticoles mondiales. Aujourd'hui, la proportion effectivement passe à 11% et la Chine vient juste de passer devant la France. Elle reste derrière l'Espagne, qui est numéro 1 des vignes dans le monde. Mais bon, c'est quand même un chiffre à prendre avec beaucoup de précaution. Le directeur de l'OIV qui l'a annoncé hier a bien dit que, vous savez, la vigne, avant de produire des raisins qui eux-mêmes vont pouvoir être transformés en vin, il se passe quand même un certain nombre d'années. Donc là, aujourd'hui, on a des surfaces viticoles qui sont plantées. Est-ce que toutes produisent du vin? C'est peut-être pas encore le cas. En revanche, ce qui est très positif, je trouve, c'est que aujourd'hui, le Chinois qui boit en gros 1,2 litre de vin par an, il boit certes 80% de vin chinois. Donc sur les 20% restants, ce qui est positif, c'est que la moitié, ce sont des vins français à aujourd'hui. Donc ce qui est très important, c'est de conserver cette proportion, cette part de vin français, sachant que la classe moyenne plus des Chinois qui s'intéressent et qui s'ouvrent au vin de façon phénoménale ces dernières années, elle va
pas consommer uniquement des grands crus de Bourgogne ou des Châteaux Lafite, elle va plutôt boire des vins qui eux-mêmes subissent une concurrence féroce de la part des autres vignobles. Donc on a besoin de concentrer tous nos efforts pour promouvoir les vins français. Si je prends par exemple l'Espagne, qui est le premier pays, effectivement, plus grande surface viticole, mais c'est aussi le premier pays exportateur. En Espagne, le vin est un sujet de fierté nationale. Donc il faut absolument qu'il en soit de même pour nos vins français. C'est pas encore le cas des Chinois, pour qui le vin n'est pas encore un sujet de fierté nationale. J'étais en Éthiopie ces 2 dernières semaines, ils se mettent au vin, les Éthiopiens, figurez. Oui, tout à fait. Il y a aussi des vignobles. J'en ai goûté un, c'est pas encore ça, mais il y en avait peut-être d'autres qui étaient meilleurs. Peut-être que les vins chinois ne sont pas tous encore ça non plus. Merci beaucoup Angélique d'être venue nous voir. Angélique Delanxin, directrice générale déléguée d'Idealwine.com, chaque mois avec nous pour vous aider à y voir plus clair sur ce marché du vin qui est aussi un marché de placement. Le CAC 40 recule d'1% en ce moment.